Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction. Et dans cette deuxième saison du podcast Double Vie, nous avons fait la part belle aux auteurs et aux autrices. Donc aujourd'hui, je reçois Mélanie Fazi, autrice de romans et de nouvelles, traductrice, et depuis peu autrice de 2 livres de non-fiction, comme on dit, témoignages précieux sur sa façon d'aborder la vie. Elle est également une des co-animatrices de l'excellent podcast Procrastination, que j'adore, un podcast sur l'écriture, animé avec Lionel Davoust et Estelle Faye. Bonjour Mélanie, bienvenue. Bonjour. Donc je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec toi parce que je dois dire que la nouvelle est un de mes genres, enfin un de mes formats favoris et je me régale avec tes recueils de nouvelles. Donc j'adore la concision du format, voilà, l'adrénaline, l'anticipation, coup de poing qu'on s'attend parfois à recevoir. Et voilà, et je suis un peu admiratif de ton style ciselé et de ta manière d'amener la chute et de ta concision. Donc vraiment merci d'être venu échanger avec moi, ça me fait très plaisir. Merci pour l'invitation. Donc avant de parler de tes textes, il y a une question que j'aime poser parce que souvent enfin, c'est pas une évidence. Comment on se retrouve à écrire des textes, des nouvelles, des romans? Comment est-ce que toi tu as commencé? Comment tu as osé te lancer là-dedans, dans cette aventure? Pour moi, la question se pose pas tellement comme ça, c'est que j'ai commencé à écrire vraiment sérieusement vers 17 ans, mais la pulsion d'écriture et de création, elle est là depuis l'enfance. En fait, je me rappelle pas d'un moment où j'ai pas été fascinée par c'était pas nécessairement l'écriture au départ, mais la création sous toutes ses formes, le dessin ou autre. J'ai toujours inventé des petites histoires depuis l'enfance. J'ai eu des périodes où j'écrivais et des périodes où je dessinais plutôt. Et je crois que c'est vers 17 ans, je lisais. J'étais une énorme lectrice et vers 17 ans, j'ai commencé à lire des nouvelles fantastiques. Et à ce moment-là, je lisais notamment les anthologies Territoire de l'inquiétude chez De Noël. Et j'ai eu envie de m'essayer à la nouvelle fantastique. Et une fois que j'ai mis le doigt dans cet engrenage-là, en fait, j'ai continué de manière plus sérieuse. Donc pour moi, c'est en 2 temps. Ça vient vraiment sérieusement vers 17 ans. Mais il y a eu l'intérêt pour l'écriture remonte vraiment à l'enfance. En plus, je fais partie je sais qu'il y a ça chez beaucoup d'auteurs. J'ai appris à lire et à écrire, bon, peut-être pas toute seule, j'ai été aidée par la famille, mais j'ai pas appris à l'école. J'ai appris avant l'école. Donc oui, tu étais déjà fasciné très tôt par les textes. Voilà, il y a quelque chose vraiment dans la lecture et l'écriture qui m'a fascinée depuis toute petite. Mmh. Ouais, il y a aussi souvent ouais, quand tu as une capacité d'imagination, ça te captive, voilà, les histoires te captivent immédiatement, quoi. Complètement, mais je pense qu'il y a eu vraiment j'ai mis longtemps à trouver le format, mais par contre, d'aussi loin que je me rappelle, il y a cette envie de créer quelque chose et la fascination pour l'idée qu'on puisse fabriquer, que ce soit, que ce soit une bande dessinée, que ce soit de la musique, que ce soit un livre, la fascination sur le fait qu'une personne puisse fabriquer quelque chose comme ça. J'ai mis longtemps à trouver le format qui était adéquat pour moi. Tu dis que tu as été, comment dire? Fasciné, enfin, par le fantastique. C'est pas forcément la porte d'entrée la plus simple. Qu'est-ce qui t'a, attiré ou séduit dans le genre? Je pense que j'ai un intérêt pour ça depuis l'enfance, mais j'ai eu des périodes où j'étais plus fascinée par la science-fiction ou la fantasy, mais en tout cas tous ces univers-là. Et le fantastique spécifiquement, je sais plus pourquoi, j'en ai lu à l'adolescence. Et à ce moment-là, ce qui m'intéressait en particulier, c'était le fait d'avoir un cadre très quotidien et d'avoir à un moment donné un pas de côté, c'est-à-dire l'étrange qui s'invite dans le quotidien le plus ordinaire. J'ai beaucoup lu Stephen King notamment, c'était quelque chose qui me fascinait. Ce mélange de réalisme et d'éléments en plus imaginaires. Mais j'ai eu des périodes où j'étais plus intéressée par les mondes imaginaires en tout cas. Je pense que l'intérêt pour les mondes fantastiques remonte vraiment au dessin animé, à l'enfance, aux livres d'enfance. Ça a toujours été là. Dans le fantastique, oui, c'est souvent vu comme, voilà, une manière un peu de se faire peur, alors qu'en fait, c'est un genre qui est bien plus profond et bien plus riche, en fait, qu'on le croit et c'est surtout une manière de réfléchir, quoi, enfin de réfléchir aux autres, et cetera. Pour moi, je pense que ce qui m'intéresse, c'est qu'il a une dimension très psychologique. Après, plutôt que jouer à faire peur, il joue beaucoup sur les angoisses, et les angoisses intimes, je dirais. Je pense qu'il me parle pour ça, mais pour moi, c'est un genre qui est profondément psychologique. Et je m'aperçois de plus en plus, maintenant que j'ai un peu de recul sur mon parcours, que j'ai un intérêt depuis très très longtemps pour tout ce qui touche à la psychologie. Essayer de comprendre comment fonctionnent les gens et une littérature qui soit vraiment plus axée sur les personnages que sur la création d'univers. Mmh.
Ouais. qui pour moi est pas tellement quelque chose qui, bah, je vais pas dire que ça m'intéresse pas. Par exemple, j'adore en traduction, je traduis Brandon Sanderson et je suis fascinée par ce qu'il fait en création d'univers. Mais pour moi-même, ça ne m'intéresse pas dans ma propre écriture. Ce sont vraiment les personnages. Dans les références que tu as, tu cites, souvent, Stephen King, par exemple, qui est effectivement un grand maître, de l'écriture. Sur ton blog, j'ai lu que tu avais aussi lu, H. P. Lovecraft. Heu, ça fait partie, de tes références fantastiques ou tu d'autres, auteurs qui te sont chers? Ah, ça, c'était, bah, disons que c'était vraiment la base. C'est-à-dire que, comme beaucoup de toute façon, King, tout le monde le lisait quand j'étais adolescente à ce moment-là. Lovecraft, c'est mon cousin. Dans ma famille, il y avait simplement un cousin qui s'intéressait au même type de littérature. Et c'est lui qui m'orientait vers Lovecraft. C'était un peu la base pour commencer. Il y a eu, je cite souvent comme autre référence Lisa Tuttle, dont j'ai traduit un recueil pour Dystopia, parce que c'est aussi en la lisant vers 17 ans que j'ai eu le déclic. Et je parlais tout à l'heure d'angoisse. Elle joue vraiment sur un fantastique qui est psychologique, mais dans son versant dérangeant. Elle met en scène des émotions qui sont dérangeantes, des situations qui vont vraiment toucher sur des choses assez viscérales. Je pense que c'est quelqu'un qui a contribué vraiment beaucoup à mon intérêt pour la nouvelle fantastique. Et je lui ai dédié Serpentine de ce fait. OK. Bah, écoute, moi j'ai lu un seul ouvrage, c'est celle qu'elle a coécrit avec, George Martin, Oui, Elle qui chevauche les tempêtes, qui est magnifique, mais j'ai pas lu ses nouvelles fantastiques, donc je vais me jeter dessus. Est-ce que dans le genre fantastique, est-ce que to moi, une autrice que j'apprécie beaucoup, c'est Shirley Jackson. Est-ce que toi tu connais? Est-ce que alors Shirley Jackson, elle me pose problème parce que je sais qu'elle est considérée comme une référence absolue et je sais qu'elle est très importante pour l'histoire du genre, mais j'ai essayé de la lire plusieurs fois et à part sa nouvelle La Loterie qui m'a vraiment beaucoup marqué, je suis pas entrée dedans. Et ce qui m'interpelle, c'est que je n'ai pas du tout aimé Maison hantée, alors que je suis une fan absolue du film La Maison du Diable, qui en est une adaptation. J'ai adoré aussi la série The Haunting of Hill House, qui en est vaguement inspirée. Mais le roman, je n'ai pas réussi à entrer dedans et c'est une grande frustration. Et j'ai essayé, nous avons toujours habité le château, pareil, je reste en dehors. Et ça me frustre parce que j'aimerais comprendre en fait. Je sais qu'elle est très importante et j'aimerais comprendre, mais je n'y arrive pas. mais c'est vrai que le roman est très froid, enfin la maison hantée, voilà, c'est même ouais, c'est presque surréaliste plus que fantastique, en fait. Puis il y avait quelque chose de plus léger aussi, dans les dialogues notamment. Moi, moi, ce que j'en ai compris, c'est que c'est presque le roman qui est hanté parce que une fois que j'ai lu, effectivement, je ne comprenais pas nécessairement comment tout s'imbriquait et j'y repensais sans cesse, en fait, pour essayer de comprendre et je me suis dit: «Ouais, en fait, c'est presque le roman qui est hanté et qui nous qui nous ramène, qui nous attire régulièrement à lui». Donc voilà, c'était une des interprétations que j'avais. Mais moi, celui-là, je suis vraiment pas rentrée dedans du tout et j'ai aucune sensation. Je suis intriguée par Nous avons toujours habité le château parce qu'en fait, je l'ai lu sans savoir de quoi parlait le livre. Et à la limite, mon intérêt pour l'histoire n'est apparu que tout à la fin, une fois qu'on comprend ce qui s'est passé. Donc peut-être que celui-là, il faudrait que je le retente avec la compréhension de ce que je suis en train de lire. Parce que ma frustration tenait au fait que tout le bouquin, je me suis dit, bon, on nous détaille des faits du quotidien, mais qu'est-ce qu'elle raconte cette histoire? Donc celui-là mériterait peut-être une relecture. Ça mériterait sans doute après comment dire, le problème vient de moi, pas de ces livres. Oui, oui, non, mais après, voilà, il y a des auteurs avec lesquels on accroche ou on n'accroche pas, c'est normal. Il y a eu un autre auteur, je pense, dans mon parcours qui a été important, qui est Graham Joyce. Et d'autant plus que j'ai été amenée à le traduire, mais il y a eu quelques-uns de ces romans qui sont vraiment dans le type de fantastique que j'aime, c'est-à-dire alors, soit ça peut être un versant angoissant comme En attendant l'orage, soit plus léger comme Ligne de vie, mais quelque chose où le fantastique intervient de manière très très légère dans le récit. Et en même temps, je cite En attendant l'orage, il n'est pas réellement fantastique une fois qu'on a toute l'histoire mise à plat, mais l'ambiance est fantastique par contre. Et c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai une affinité très forte et j'ai adoré le traduire. Bah, tiens, on peut parler un peu de ton travail de traduction. Tu as, ouais, tu traduis des auteurs prestigieux, comme Brandon Sanderson, auteur de best-sellers. Bon, Clive Barker qui est aussi, connu, depuis les adaptations, cinématographiques, Hellraiser. Tu as parlé de Graham Joyce. Comment,
tu as une productivité énorme en traduction, on a un rythme impressionnant. Comment 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 tu vis le travail de traduction? Est-ce que c'est pour toi, ça te nourrit, en termes d'écriture ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est un exercice complètement différent? Bah, alors, tout ça un peu lié. Après, j'ai pas une productivité énorme dans le sens où j'ai une productivité moyenne pour gagner ma vie avec. Mais c'est pas si impressionnant que ça. Après, comment dire, je mets pas le même temps pour traduire un livre comme les archives de Rochard où c'est 1000 pages à chaque fois que des livres plus courts. Donc c'est pas Hellraiser par exemple, c'était un texte vraiment très très court, c'était même pas 2 mois de travail. Donc j'ai une productivité tout à fait moyenne, je dirais. Alors après, tout ça un peu imbriqué, je dirais que la traduction, je la considère à la fois comme mon travail alimentaire, puisque je gagne ma vie avec ça et pas du tout avec l'écriture, mais c'est un soulagement de ne pas avoir à créer tout le temps. Moi, je voudrais pas écrire à temps plein. Donc ça m'arrange tout à fait. Après, je pense que les deux s'entretiennent dans le sens où c'est un travail comme sur l'écriture, sans avoir à créer. Je dis souvent que je fais mes gammes au quotidien. Mmh, oui. Moi, je suis tout le temps énervée par ce conseil qui est écrivez tous les jours parce que c'est pas compatible avec le fonctionnement de tout le monde. Par contre, moi, je traduis tous les jours et donc je fais un travail sur éviter des répétitions, chercher des synonymes, travailler sur le rythme, sur la concision. Je fais tout ça vraiment au quotidien. Donc, je pense que ça nourrit mon écriture de cette manière. Oui, oui, parce que tes on voit que tes phrases quand même sont quand même très travaillées, enfin voilà, c'est tout est pesé, équilibré donc ça se on Elles sont sent pas tellement travaillées, elles sont plus. Je pense que j'ai affiné mon outil et que ça me vient plus naturellement. À la relecture, je vais plus vers la concision. Je vais couper ce qui dépasse, par exemple. mmh. Oui, ça oui, c'est ce que j'adore en fait. C'est ce qui te fait la légèreté, et l'élégance, quoi. Je l'ai appris avec l'expérience à la fois de l'écriture et aussi de la traduction. Je pense que j'apprends beaucoup à couper, enfin couper. Quand je dis couper, on peut entendre couper des paragraphes entiers, c'est pas ça, mais à savoir couper le mot qui n'apporte rien à la phrase, le mot qui est déjà contenu dans le reste de la phrase. Quand on commente les traductions, on s'attarde beaucoup sur le sens, et moi je trouve qu'il y a beaucoup un jeu sur les sonorités et sur le rythme qui est presque aussi important que le sens. Et quand on analyse une traduction, on a tendance à ne pas regarder ça. J'avoue que pendant longtemps, j'ai lu les livres, en anglais directement parce que je me disais: «Ouais, il y a un filtre, c'est passé par le travail du traducteur, donc c'est pas totalement original» et depuis que je me suis mis à écrire, justement, je prends plaisir à éc bah, à me concentrer sur une seule langue et donc voilà, j'apprécie beaucoup le travail des traducteurs et bah, il peut y avoir même des traducteurs qui enrichissent, vraiment enfin, ouais, voilà, enfin, il y a un réel travail créatif autour de la traduction. Moi, c'est l'inverse, j'ai plutôt tendance à lire de moins en moins en traduction, parce que justement, j'ai conscience que je suis en train de lire une version parmi des millions, Mmh. et que je ne suis pas en train de lire le texte tel qu'il a été écrit, mais quelque chose qui s'en approche le plus dans l'idéal. Mmh. Oui, bah, on voit aussi, effectivement dans l'histoire, il y a des retraductions d'ouvrages, donc on se retrouve, j'écoutais un podcast récemment sur Neuromancer, qui a été retraduit. Bon voilà, il y a des mots qui ont changé, je crois que c'était conurbation qui était un peu lourd dans la traduction d'origine qui a changé, mais c'est vrai que ça y est bon voilà, il y a des versions, quoi. Et il y a une chose qui me frappe d'ailleurs, c'est que je suis toujours intriguée, à chaque fois qu'il y a une retraduction d'un ouvrage célèbre, à quel point il y a des lecteurs pour monter au créneau et pour s'énerver de cette retraduction, comme si pour eux, la traduction d'origine était une version intouchable. Et j'ai beaucoup vu ça sur 1984 et sur Le Seigneur des Anneaux. Et j'arrive pas à comprendre qu'on puisse. Pour moi, le principe d'une retraduction, c'est précisément de ne pas être la première version d'une retraduction, pardon. Mmh. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi certains lecteurs restent braqués sur une traduction et considèrent une nouvelle version comme une trahison. C'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup, l'attachement qu'on peut avoir à une version. À l'inverse, tu as, des nouvelles traductions qui sont mises en avant comme étant nouvelles traductions, donc sous-entendu peut-être langage plus moderne ou voilà, rythme un peu plus, soutenu, C'est l'idée, effectivement, parce que pas mal, de toute façon, aucune traduction est parfaite et certaines ont des problèmes. Je pense celle de Francis Ledoux pour Le Seigneur des Anneaux, par exemple, avait un gros problème de style littéraire et de rythme. Et ça m'agace un peu qu'on focalise tout le temps sur la traduction du nom des personnages quand on parle de la retraduction et on ne parle pas tellement justement du rythme des poèmes, du rythme de la langue, des choses comme ça. mmh. Parce que cette traduction-là, même à 11 ans, je me rendais compte que certaines choses coinçaient.
puisque je l'ai lu à 11 ans en français au départ. Et c'est intéressant aussi parce qu'on a un peu la même polémique, on va avoir, sur les pièces de Molière qu'on a eu récemment en fait, sur, le fait de l'adapter, de simplifier, le Bah, après, oui, pardon, je coupe. Je suis pas vas-y, sûre que vas-y. ce soit ça la question. C'est qu'en fait, dans certains cas, après je vais dire des bêtises parce qu'il m'a semblé que c'était le cas pour 1984, mais j'ai pas regardé d'assez près pour en être sûre. Il y a aussi qu'en français, on a beaucoup un complexe entre guillemets de la belle langue et que parfois, au lieu d'essayer de rendre l'immédiateté d'un texte anglais, on a souvent tendance à faire des fioritures et à les rajouter. Et de ce fait, quand il y a une retraduction, les gens vont penser qu'on simplifie pour moderniser, alors que simplement on se rapproche de ce qu'était le texte au départ. Mmh. OK. Et je suis assez énervée par cet amalgame qu'il y a dans l'esprit des gens de, comment dire, simplifier comme si on voulait supprimer la difficulté, alors que souvent le problème venait du fait qu'on avait rajouté au contraire des fioritures. Mmh. Ouais, bien sûr. Mais oui, et en particulier pour Molière, voilà, c'était déjà une langue, qui était un peu modernisée parce que le français de l'époque n'est pas très compréhensible aujourd'hui, donc voilà, il y a déjà eu des adaptations quoi, comment dire? Des passerelles hein, pour Oui. les générations et effectivement, c'est la traduction, ouais. Je pense qu'il y a eu effectivement toute une époque où, les traductions étaient, peut-être alourdies l'intention de l'auteur d'origine, ouais, comme tu disais. Bah, c'est encore un peu souvent le cas dans certains textes qui ont un style très direct. C'est une des raisons pour lesquelles je lis plus tellement en traduction. Souvent, je sens que le registre n'est pas le bon. Je dirais que la différence avec la problématique de Molière, c'est qu'en traduction, le but, c'est pas de tendre, enfin comment dire, c'est pas de tendre vers un style particulier, c'est de tendre vers ce qui est le plus proche possible de l'intention de l'auteur. Et parfois, justement, certaines traductions s'en éloignent en voulant trop faire de la belle phrase. Mais une bonne traduction pour moi, c'est celle qui restitue l'expérience de lecture de manière quasiment identique. Il y a un vrai travail d'adaptation, même culturelle, on peut dire? Bah, ça sont des questions qui se posent en cours de route. Oui, est-ce qu'on laisse les références telles quelles, est-ce qu'on les adapte Mais pour ça, il n'y a pas une, comment dire, il n'y a pas une philosophie globale de ça. C'est vraiment du cas par cas. Mmh. OK. C'est vraiment le genre de choses qui se décident face au texte et face à un exemple particulier ou une citation particulière. Mmh. OK. Ah donc tu es traductrice et c'est effectivement ton activité principale. Tu as également alors tu as fait des nouvelles, mais tu as fait des romans, tu as fait 2 romans, je crois. Voilà. Après tu es repassée à la nouvelle. J'ai eu l'impression que le format, percutant, la concision de la nouvelle te plaisait plus. Est-ce que c'est le cas ou Oui, comment? mais en fait, je suis pas tellement repassée. Pour moi, c'est pas une question de passage au roman, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu deux textes auxquels j'arrivais pas à donner forme, mais qui se sont développés, qui sont devenus des romans. Mmh. OK. Mais moi, dans mon esprit, bah, jusqu'à récemment, puisque ça fait 4 ans que j'en écris plus, dans mon esprit, j'écrivais des nouvelles par défaut, en fait. C'était vraiment mon format. Le roman, il s'est trouvé que des textes sont tendus vers ça. Après, je dois dire que au début des années 2000, quand j'ai commencé à publier des nouvelles, tout le monde me disait il faudrait que tu passes au roman pour être prise au sérieux. Et un peu par esprit de contradiction, je refusais de le faire. Donc au départ, si ça n'avait tenu qu'à moi, enfin, je n'aurais continué avec la nouvelle. Mmh. Non, je dis si ça n'avait tenu qu'à moi, en plus c'est pas vrai puisque ce sont des textes qui ont tendu vers ça. Mais ça a été deux expériences et je suis pas. Enfin, ce qui se passe, c'est que je suis pas forcément à l'aise avec. J'ai pas forcément eu envie de recommencer. J'ai pas eu de meilleurs retours sur ça. J'ai plutôt même eu de moins bons retours de lecture sur mes romans que sur mes nouvelles. Et argument aussi qu'on avance, ça s'est pas vendu plus que mes nouvelles, puisque l'argument avancé en faveur du roman, c'est souvent que les lecteurs n'aiment pas les nouvelles et que donc on vendra plus un roman. Ce qui dans mon cas n'est pas vrai, puisque mon livre le plus vendu, c'est mon recueil Serpentine. Donc j'ai pas eu envie de recommencer, en fait, vraiment pas. Avec le recul, je m'aperçois que je les assume moins. Ce ne sont pas des livres que j'ai envie de mettre en avant comme mes recueils. Bah oui, Serpentine, que j'ai lu récemment, est vraiment, magnifique, quoi. Je comprends qu'il est il est séduit parce qu'il est vraiment très beau, quoi. C'est le livre dont on me reparle le plus. Je sais pas pourquoi celui-là en particulier. C'est vraiment un livre qui vit sa vie tout seul pratiquement, si je peux dire. Oui, mais en plus tu as mis des styles, extrêmement, différents dedans. Enfin, voilà, c'est un recueil, qui montre tout l'étendue de ta palette avec, le texte sur Circé, Serpentine, on voit bien ton écriture un peu, voilà, riche et poétique qui se déploie dedans. Je pense que ça tient. C'est une époque où j'expérimentais pas mal, je pense. Ça correspond.
les textes écrits au début des années 2000 quand je commençais à publier et que je soumettais beaucoup pour des appels à texte. Et c'est un moment où j'essayais un peu, je me cherchais pas mal, je pense. Alors que les recueils suivants sont allés plus sur une ligne directrice un peu plus précise. Là, c'était un moment où j'essayais des choses. Et pas mal de textes de Serpentine ont été écrits pour des appels à texte, justement. Donc avec un thème de départ vers lequel j'ai essayé d'adapter mon style. OK. Donc ça explique aussi la diversité, du recueil. Donc tu as publié plusieurs recueils de nouvelles, 3 recueils de nouvelles. Et justement, on dit que c'est difficile, les éditeurs sont un peu réticents et tu as été publié chez des éditeurs un peu prestigieux, donc ça apparemment, tu es suivi dans ce genre-là, en tout cas. Il y a eu un concours de circonstances, c'est que, en fait, il y a eu une rencontre vraiment qui a précipité ça et je ne sais pas ce qu'aurait été mon parcours autrement, qui a été Léa Siol des éditions de l'Oxymore, qui était elle-même écrivaine et donc éditrice chez l'Oxymore, où elle mettait beaucoup en avant les jeunes auteurs francophones. Et à un moment donné, elle a créé une collection qui s'appelait Épreuve et qui était spécifiquement destinée à des recueils de nouvelles de jeunes auteurs. Et comme j'avais déjà un peu travaillé avec l'Oxymore, je fais partie des personnes qu'elle a contactées pour ça. Il y a eu aussi Léo Henry, notamment, qui a publié son premier recueil. Et c'était vraiment une occasion extraordinaire, puisqu'à l'époque, tout le monde me disait que c'était très difficile de percer avec un recueil, surtout en étant un jeune auteur. Et je ne sais pas du tout ce qui se serait passé autrement. Donc ensuite, quand l'Oxymore malheureusement a dû faire faillite, j'avais commencé à publier chez Brajlon, qui de ce fait a repris Serpentine, lui a donné une nouvelle vie. Mmh. Donc ça s'est fait comme ça. Mais le départ, je dois vraiment rendre hommage à Léa Siol et à l'Oxymore, c'est vraiment grâce à eux. Et je me rends compte avec le recul, énormément d'auteurs qui comptent actuellement ont commencé. Je pense à des auteurs comme Luvan, comme Justine Yogré par exemple, ont publié leur premier texte chez l'Oxymore. Ça a été vraiment une écurie incroyable à l'époque. Ce qui me frappe, c'est que c'était vraiment à un moment donné l'endroit où c'était un vivier de jeunes auteurs. Et il y avait une volonté vraiment délibérée de donner une chance à non seulement à des jeunes auteurs, mais à des jeunes auteurs nouvellistes, ce qui n'est vraiment pas quelque chose de courant. On avait parlé un peu avec Lionel Davoust du milieu de l'imaginaire en France, des salons type Imaginal, et cetera. C'est un milieu que tu connais, que tu fréquentes? Comment tu évolues par rapport à ça? Bah, c'est un milieu, oui, où je suis depuis 20 ans maintenant, donc je considère que c'est la famille. Mmh. OK. Après, c'est vrai que c'est un milieu où j'ai vu énormément de choses se faire puis se défaire, des éditeurs qui apparaissent, disparaissent, des gens qui arrivent, etc. Je suis moins en phase que j'étais à une époque. J'ai beaucoup plus de mal à lire qu'avant. Et j'arrive plus du tout à lire les nouveaux auteurs, par exemple. Donc je suis moins. Par exemple, on parle souvent dans Procrastination avec Estelle Faye, qui elle est vraiment à l'affût de toutes les nouveautés. Et je suis très admirative de ça. Moi, j'arrive plus à suivre le rythme. Je le regrette vraiment parce que c'est un milieu que je trouve passionnant. Mais effectivement, j'y suis depuis 20 ans et c'est un endroit qui pour moi est. Je peux pas le dire autrement. C'est la famille. C'est l'endroit où je suis chez moi. Donc là, tu parlais d'Estelle Faye, on parlait de Lionel Davoust, donc vous faites ensemble le podcast Procrastination, qui est assez, qui est suivi depuis ça fait combien? Au moins 5 ans, 5-6 ans peut-être, vous faites ça? Que je dise pas de bêtises, on est sur la saison 5, oui, je crois. OK. Donc voilà, vous avez tenu sur la longueur sur un podcast, vous arrivez à vous renouveler, enfin c'est toujours passionnant. Comment ça se passe pour le brainstorming ou comment vous trouvez vos idées? Bah oui, je suis impressionnée qu'on ait tenu 5 ans, 5 ans déjà comme ça. Je pense que ce qui a aidé aussi, c'est qu'à un moment donné, pour diverses raisons, Laurent Jeunefort, qui avait créé avec Lionel et moi le podcast, a dû se retirer du podcast en fait. Et à ce moment-là, Estelle a pris le relais et du coup, on est parti sur une dynamique différente. Donc ça nous a peut-être encore plus aidé à nous renouveler. Je pense qu'on note très souvent que les idées qu'on a ou les thèmes qu'on aborde nous donnent d'autres idées pour des thèmes qu'on note et on a vraiment une réserve de thèmes qui sont notés. Et de plus en plus aussi, des auditeurs nous suggèrent des thèmes. Donc on a conscience aussi de ce qui intéresse les gens, de ce qui est attendu ou pas. Mais on essaie justement de se renouveler et d'aller dans des choses très différentes. Des choses très techniques, des thèmes un peu plus théoriques, des choses vraiment très concrètes. Ce qui me séduit beaucoup, c'est tu vois, la bienveillance de l'équipe, voilà, vous formez un beau trio, très, voilà, ça donne envie, quoi. Ça donne envie de vous écouter, ça donne envie d'écrire aussi, donc Bah, tant mieux, c'est l'objectif. Je pense aussi qu'on est assez complémentaires, ça me frappe vraiment dans les échanges. On a vraiment des méthodes. Lionel et moi, par exemple, on a très souvent, enfin c'est un ami de longue date.
on a très souvent parlé écriture et on est vraiment sur des lignes radicalement différentes. Ouais. Lionel étant vraiment de cette école d'écrire tout le temps, de s'obliger à faire les choses, j'allais dire se faire violence, c'est pas comme ça, mais il a une démarche beaucoup plus volontariste que la mienne, où moi je suis à l'inverse quelqu'un qui ne sait pas se forcer, ça vient ou ça ne vient pas. Et je pense qu'à nous 3 et 4 avec Laurent qui n'est plus dans le podcast, on couvre vraiment tout le spectre, je pense. Et c'est le cas parce que vous arrivez à rebondir et à montrer toute la richesse de l'approche de l'écriture, donc c'est beau panel. Merci. Mais je pense aussi à titre personnel, de plus en plus, je me rends compte qu'il y a il y a un peu, comment dire, il y a des tendances dans les conseils d'écriture qui ne couvrent pas tout. Et notamment, beaucoup de conseils occultent le fait que par moment, ce soit impossible de trouver l'inspiration. Et beaucoup de méthodes insistent sur des trucs pour déclencher l'inspiration et ne parlent pas du côté très viscéral quelque part. Et moi, étant quelqu'un pour qui c'est extrêmement instinctif, je me sens pas représentée par beaucoup de conseils d'écriture. Donc j'insiste énormément sur cet aspect dans les conseils. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de jeunes auteurs qui ne se retrouvent pas non plus dans les conseils généralement donnés. Donc de plus en plus, je mets un point d'honneur à m'adresser aussi à tous ces cas de figure qui ne sont pas couverts habituellement. Quand tu dis viscéral, c'est-à-dire que tu écris quand tu sens que l'inspiration vient entre guillemets, ou est-ce que tu as quand même envie t'as quand même des déclencheurs ou? Il y a quand même des déclencheurs, mais je m'aperçois de plus en plus avec le temps que j'ai une démarche très, je dirais, ça me tombe pas dessus tout seul, ça va travailler en sous-marin. Mmh. Mais quand je dis je sens ou je le sens pas, et ça s'accentue avec l'âge. Je ne peux pas en fait m'asseoir à ma table et dire tiens je vais essayer d'écrire sur tel thème. J'y arrivais vers 20 ans, j'y arrive plus du tout. Un livre pour moi va s'inviter d'un seul coup. Et mes 2 textes de non-fiction, les 2 derniers, je ne les avais pas prévus, ils me sont tombés dessus en fait littéralement. Donc maintenant je comprends que c'est ma démarche. Ça vient comme ça, sinon je ne peux pas y arriver. C'est intéressant que tu le dises, effectivement, parce que ça déculpabilise aussi, quand, on essaye d'écrire et qu'on n'est pas bloqué, parce on n'est jamais bloqué, mais il y a des moments où on sent que c'est pas très bon, ce qu'on écrit, ça déculpabilise, ouais. On se compare toujours de toute manière, on se compare forcément aux personnes qui sont très très productives ou qui ont des projets constamment sur le feu. Et moi, j'ai fini par m'apercevoir que ça ne me convient pas et que ça ne convient pas à d'autres non plus. Et que finalement, c'est une démarche aussi valable qu'une autre. Mais de plus en plus, j'ai pas envie de me forcer. Je sais que ça ne me réussit pas. Donc c'est important de mettre ça en avant dans le discours. C'est très bien de le porter et de le dire. Tu parlais de tes livres de non-fiction, donc c'est très intéressant. Enfin, ça m'a beaucoup à la fois ému, touché, la manière dont tu as, présenté les choses. J'ai l'impression un petit peu, quelque part, donc dans tes livres, tu as deux 2 ouvrages. Donc, un premier que tu as sorti, il y a quoi? 2 ans? En 2018, voilà. Nous qui n'existons pas. Et là, tu vas sortir, bientôt un nouvel ouvrage, donc début avril, donc ça tombe très bien. J'ai l'impression que ouais, mon sentiment, alors là, je le dis de manière un peu peut-être brute, je sais pas comment l'exprimer, mais j'ai l'impression que tu traitais un peu, au travers du fantastique ou de la fiction, tu tournais autour, aussi de l'idée de la différence, enfin ouais, le fantastique est un peu l'autre, l'incompris, l'incompréhension, donc j'ai l'impression que finalement, c'est dans la continuité de ce que tu fais. Oui, complètement. Mais je le traite de toute manière dans les 2 textes où je m'aperçois maintenant avec le recul que j'ai mis des choses très personnelles dans le fantastique sans comprendre. Mmh. Et je pense que mon intérêt pour le fantastique et la façon dont j'écrivais tient au fait que pendant longtemps, je ne me suis pas pensée comme différente. Et alors pour résumer un peu le parcours pour ceux qui n'ont pas suivi, Oui. j'ai mis des mots donc dans Nous qui n'existons pas sur une sensation un peu étrange que j'avais, qui est le fait d'être quelqu'un qui ne fonctionne pas en couple, qui n'est pas du tout intéressé par ça. Et comme j'avais l'impression d'être la seule parce que c'est des sujets qui n'étaient pas tellement abordés, je me suis laissée convaincre par mon entourage et par la société en général que j'avais un problème, un blocage à résoudre. Et je me suis fait beaucoup de mal à essayer de résoudre ce, entre guillemets, blocage, avant de comprendre vers 40 ans que non, je suis simplement quelqu'un qui fonctionne différemment. Et de m'apercevoir en écrivant dessus que beaucoup de gens étaient dans mon cas de figure. Et suite à ça, j'ai appris que j'étais également, donc au départ probablement sur le spectre de l'autisme, ce qui m'a été confirmé ensuite par un diagnostic. Et quand j'ai eu tous ces éléments, ça a mis des mots finalement sur des sentiments que j'avais depuis toujours, mais qui étaient tellement flous que je n'avais même pas de mots pour ces sentiments. Et c'est ce sentiment que
les choses fonctionnent pas comme on me dit qu'elles ne fonctionnent de manière générale, que je suis en décalage et je ne comprends pas pourquoi en fait. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à m'intégrer dans le monde malgré mes efforts, on va dire en schématisant. Et je pense que cette espèce d'étrangeté du monde se ressent dans ce que j'écrivais en fantastique. C'est vraiment ça, le monde est étrange, le monde est incompréhensible, mais le monde me dit que c'est moi qui suis incompréhensible. Il y a une espèce d'incapacité à être dans le monde et à le rejoindre et à lui parler. Mais jusqu'à 40 ans et plus, je n'avais absolument pas de mots à mettre sur ça. Il y avait des angoisses diffuses, je dirais. Et maintenant, quand je relis mes textes de fantastique, effectivement, ils parlaient de ça. Mais pendant très longtemps, je ne me suis pas pensée comme différente. Je me suis pensée comme quelqu'un qui avait des problèmes dans ses relations avec les autres ou des choses comme ça, quelqu'un qui ne maîtrisait pas ses émotions, mais je ne me pensais pas comme différente fondamentalement. J'avais une vision très négative de moi comme étant quelqu'un qui ne faisait pas d'efforts peut-être ou des choses comme ça. Mmh. Mais je pense que je le sentais intuitivement, je pense que depuis toujours je sais qu'il y a quelque chose qui n'avait pas de mots jusqu'à récemment. Ouais, c'est enfin, j'en ai la chair de poule là quand tu quand tu m'en parles. Donc ouais, non, c'est très fort et très ouais, très beau et finalement tu as fait le pas, bah, tu as enlevé un masque en enlevant la partie fantastique en fait, Bah, je me demande en fait, je suis très intriguée par la façon dont mon écriture a évolué et je pense en tout cas dans l'immédiat que le fantastique et la fiction c'était pas un masque conscient mais c'était un masque de toutes ces choses que je ne savais pas nommer et que je suis venue à une écriture plus directe ensuite et je ne sais absolument pas vers quoi je vais revenir, mais pour l'instant ça ne peut pas être la fiction parce qu'il faudrait coder les choses consciemment et ça je ne sais pas le faire. tu t'es laissé emporter, enfin le fantastique te venait comme, peut-être comme une clé, non? Comme une manière de décrypter le monde ou peut-être, Une manière de dire oui, c'est Léo Henry qui dans Nous qui n'existons pas dit que mon écriture consiste à dire l'indicible et il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai parlé de différents aspects que j'identifie maintenant comme liés à l'autisme. Par exemple, ma nouvelle Fantôme d'épingle qui parle de l'étrangeté de s'apercevoir que face à un deuil, on n'éprouve aucun sentiment. Je l'ai traité comme étant la résultante d'une sorte de, peut-être pas de traumatisme, mais comme ayant une cause en fait à un moment donné dans l'histoire du personnage, pour découvrir ensuite que c'était probablement un trait autistique de ma part. Mais c'est quelque chose qui me troublait beaucoup, de ne pas ressentir les choses comme on me disait que j'aurais dû les ressentir. mmh. Donc j'ai écrit finalement sur beaucoup de fragments de cette manière. Mais plus parce que je cherchais à comprendre ce décalage entre le monde et moi. Est-ce que ça a été dur de franchir le pas et de publier ce texte, enfin, qui était, à l'origine, tu avais fait un blog post et sur ton premier texte et c'est devenu après un livre? Il y a une suite de déclics. Au départ, c'était concentré uniquement sur un billet de blog, effectivement. Il y a une suite de déclics qui m'ont fait prendre conscience à la fois que j'étais pas toute seule à être dans ce cas de figure de non-envie de couple et que à ce moment-là, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe si le sujet est peut-être pas répandu, mais s'il y a d'autres personnes dans mon cas de figure, comment se fait-il que je n'ai jamais lu d'articles ou de livres ou vu quoi que ce soit sur le sujet? Ça m'intriguait beaucoup. Et je me suis dit à un moment donné qu'il fallait peut-être que moi je fasse le premier pas, ou qu'en tout cas s'il y avait des livres sur le sujet, ils n'étaient pas arrivés jusqu'à moi. Il y a eu ça et puis il y a eu un besoin très fort de libération à un moment donné. Je commençais à sentir que je m'auto-censurais et que ça devenait vraiment trop lourd. Mmh. Donc à un moment donné, je me suis dit allez, je tente le coup. Je pense que moi ça va me faire du bien. Je pense que je ressens le besoin et peut-être que finalement ça va parler à des gens. Par contre, le texte a été très facile à écrire, mais j'ai eu vraiment une peur énorme au moment de le publier. Je pense que ce pas-là n'a pas été facile à franchir. J'avais conscience que je prenais un risque. Alors qu'ensuite, en faire un livre, c'était puisque ce billet de blog avait eu beaucoup d'échos très positifs, que visiblement ça parlait à des gens et que j'avais reçu une bienveillance énorme de la part de mon entourage et des lecteurs. Ça me paraissait logique, en fait, de faire un livre à partir de là. C'était pas suffisant de me limiter à un texte très court sur un blog. Et là, il y avait vraiment l'optique de m'adresser à d'autres personnes. Est-ce que tu as des retours de ça a aidé des gens? Là, j'en ai beaucoup, c'est-à-dire c'est pas un livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, c'est une publication qui reste assez discrète, mais qui continue à vivre sa vie. Il y a vraiment du bouche à oreille autour. Beaucoup de personnes qui s'intéressent aux questions d'asexualité et à romantisme, puisque maintenant j'ai mis ces mots sur tout ça, tombent sur ce livre à un moment donné. Les gens se le conseillent entre eux, ils se l'offrent, ils en parlent. Donc oui, je continue à avoir des messages de personnes qui s'y sont reconnues. Et beaucoup de personnes me disent que soit ça les a aidés dans leur réflexion sur leur propre cas, soit m'écrivent pour me remercier.
Donc oui, c'est assez touchant. C'est toujours un peu étrange. C'est-à-dire que j'espérais que ça aiderait des gens, mais c'est différent quand ça se produit concrètement, quand on vient nous le dire, en fait, que ça a eu un impact. Sur ton prochain ouvrage, donc, où tu parles je crois, ton parcours, de diagnostic, comme tu dis, sur le spectre de l'autisme, comment Voilà. qu'est-ce que parce que c'était pas une nécessité de faire cette recherche. Pour toi, est-ce que ça a été, comment dire, vital? Qu'est-ce que tu attendais de ce de Oh, ça a été bah, justement, c'est tout le sujet du livre parce que ça a été un parcours un petit peu tumultueux. Mmh. Ça a été c'est étrange parce que j'étais déjà dans une période de redéfinition, donc j'avais déjà fait à plusieurs reprises cette recherche sur moi-même et de mettre des mots sur ce que j'étais et sur le fait d'être différente. Et quand on m'a appris que je présentais le profil et c'était un sujet que je ne connaissais pas du tout, l'autisme, à part à travers quelques films, ça a été un choc au départ. Parce que justement, je ne connaissais pas le sujet, ça a été très très violent. J'ai commencé à aller me renseigner et là, c'est devenu troublant et c'est devenu vraiment une obsession. C'est que d'un seul coup, tous les points de décalage dans ma vie, tous les endroits où j'avais constaté que je fonctionnais pas comme les autres, je les ai tous vus décrits un par un, mais vraiment tous. Et d'un seul coup, c'est comme si on me donnait le mode d'emploi dont on m'a privé pendant 40 ans. Mmh. Ouais. Et ça a été à la fois un soulagement parce que d'un seul coup, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses qui coinçaient dans mon rapport aux autres, notamment. C'est-à-dire qu'en lisant sur le sujet de l'autisme, j'ai compris aussi comment fonctionnaient les autres qui étaient différents de moi. Et en même temps, ça a été une redéfinition de soi qui a été très difficile. Et notamment parce qu'il y a une part de handicap qui est liée à l'autisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon parcours, il y a un avant-après qui est un burn-out que j'ai fait en 2014, après lequel j'ai perdu des capacités. J'ai une fatigue chronique notamment qui s'est installée et qui me complique beaucoup les choses. Et par exemple, je fatigue beaucoup au contact des autres et beaucoup plus vite qu'avant. Et je suis extrêmement sensible au bruit. Je suis très fatiguée très vite par les bruits notamment. Et tout ça, j'ai compris donc que c'était lié. Et pendant des années, j'ai cherché une solution en pensant qu'il y avait quelque chose que j'avais pas compris et que j'allais revenir à la normale. Et il a été très très difficile d'admettre, et ça je n'ai pas fini de faire ce parcours-là, d'admettre qu'en fait mes capacités ont baissé de manière irrémédiable. Et donc il y a une part de handicap et ce mot il est encore assez nouveau pour moi. Donc ça a été un parcours différent je dirais de la recherche d'identité précédente parce que ça couvrait beaucoup plus de choses, positives et négatives aussi. Ça m'ouvre des portes et ça m'enferme d'autres, mais aussi parce que d'un seul coup j'ai eu vraiment la réponse à littéralement toutes mes questions. Et une forme de colère aussi qu'on m'ait caché ça pendant 40 ans. Donc le processus d'écriture a été différent, c'est qu'il a été aussi j'ai écrit pendant le parcours de diagnostic, donc j'avais besoin pour moi aussi de mettre tout ça par écrit pour mettre tout ça au clair. Ça a été un parcours plus complexe, très enrichissant, très violent aussi. Et de la même manière, je me suis rendu compte que beaucoup de monde autour de moi, beaucoup de gens sont en questionnement eux-mêmes. On commence à se rendre compte que c'est pas quelque chose de très minoritaire comme on le pensait. Et ça, c'est extrêmement troublant aussi. Oui, tu as presque commencé une deuxième vie presque, quelque part, tu as une rupture et Il y avait ça déjà avec le parcours précédent. Si ce n'est que je le percevais, la dernière phrase du livre précédent, c'était j'ai 40 ans, ma vie peut commencer, qui donnait vraiment l'impression de libération que j'avais à ce moment-là. Sauf qu'avec l'autisme, je me suis aperçue que oui, elle commence, mais elle s'arrête en même temps de par cette part de handicap. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué à démêler. Je n'ai plus les mêmes possibles que j'avais à 20 ans. Je ne les aurai plus. J'en ai d'autres, par contre. Mais je suis obligée de beaucoup limiter mes échanges avec les autres, par exemple. Et ça a des implications pratiques dans ma vie quotidienne que je suis en train de démêler encore. Et c'est très étrange. Déjà, me penser comme différente, ça a été un premier pas. Mais me penser comme une personne qui vit avec un handicap, c'est encore quelque chose de nouveau pour moi. mmh. Et ça, j'en ai pas fait le tour. Mais je parle un peu de tout ça dans l'année suspendue. OK, bah, que je vais lire à sa sortie parce que c'est ouais, tu en parles, enfin, voilà, tu en parles bien et c'est passionnant et c'est vraiment, je pense que c'est aussi au cœur du reste de tes ouvrages, donc c'est vraiment intéressant de voir les 2 aspects, l'inconscient et le conscient, Voilà, oui. comment tu les traites, donc c'est quelque chose de passionnant, en fait. Il y a une chose qui m'a frappée aussi par rapport à ça, c'est un petit aparté, mais j'ai découvert qu'en fait,
L'autisme notamment est sous-diagnostiqué chez les femmes qui ont souvent, on va dire des profils un peu plus discrets et je me suis rendu compte que les femmes Asperger tiennent énormément de blogs ou écrivent des livres, ont beaucoup, chez beaucoup d'entre elles, alors pas uniquement les femmes, mais peut-être en plus grande proportion, une envie d'essayer d'écrire pour se faire comprendre et d'expliquer notre fonctionnement aux autres. Et je pense que c'est ce que je cherche à faire dans l'écriture depuis toujours. Mais ça me frappe, il y a énormément de femmes Asperger qui prennent la parole, peut-être parce qu'on a été beaucoup l'impression que personne ne s'est intéressé à nous et que c'est à nous de prendre la parole finalement. Oui, il y a une manière voilà, quand tu dis «je» quand tu écris une fiction, c'est pas toi, mais quelque part, c'est toi aussi, donc Voilà, ouais, il y a toujours eu, moi j'ai toujours revendiqué la part très personnelle de ce que j'écris, mais la part personnelle de manière inconsciente aussi. oui, ça crée une distance, qui est confortable au début, mais qui permet de faire passer des messages aussi. Je sais même pas si c'était une recherche de distance. Alors au tout début, à 20 ans, oui, je me mettais pas en avant comme maintenant, mais je pense que vraiment il y a une tentative de compréhension de ce qui se passe, beaucoup plus. C'est-à-dire que j'avais pas toutes les clés, donc je ne me cachais pas, je cherchais à comprendre, je sentais qu'il y avait quelque chose chez moi qui n'était pas, j'allais dire pas à sa place, c'est pas exactement ça, mais quelque chose qui différait des autres. Et il y avait une douleur très profonde liée à ça, et c'était plus une recherche de tâtonner autour de ça. Il n'y avait pas de mise à distance consciente. Je pense qu'au contraire, mes textes, certains de mes textes montrent ce mal-être de manière assez transparente. Mais je n'avais pas de mots à mettre sur ce mal-être. Et dans Serpentine en particulier, c'est vraiment, il y a un malaise qui se fait. Et c'est ce qui fait la force, du recueil. Je suis allée vers quelque chose de plus lumineux après, mais je pense à 2 textes. Il y a Nous reprendre à la route, où je vais pas spoiler, mais qui commence par une jeune fille qui est sur une aire d'autoroute, elle comprend pas ce qu'elle fait là, il y a vraiment une sensation de mais qu'est-ce que je fais ici, mais qu'est-ce qui se passe? Et je pense que ça vient vraiment de cette impression de ne pas comprendre ce qui se passe dans ma vie en fait. Maintenant, j'analyse vraiment comme ça. À la fin, elle a l'explication, mais elle ne l'a pas au départ. Et Rêve de cendre, qui est un texte qui est où il est question d'une jeune fille qui a une vision elle pense avoir vu un phénix dans les flammes de la cheminée de ses parents quand elle était enfant. Elle s'est brûlée en essayant de l'atteindre et toute sa vie elle recherche ce phénix et on ne sait pas trop si elle est folle ou s'il y a un élément fantastique. Mais ça pour le coup c'était de manière codée un mal-être que j'ai traversé à un moment donné. Et il y a vraiment une espèce de violence en fait qui dit l'ampleur de ce mal-être dans ce texte, même si les faits parlent de complètement autre chose. Un texte que j'avais beaucoup aimé dans le même recueil, c'est Petit théâtre de Rame, Oui, voilà, qui parle, voilà, à la fois de Paris, du métro et de personnes qui se croisent, par hasard presque dans un lieu commun, très beau texte aussi. ça c'était effectivement l'envie d'écrire sur des lieux. Et c'était sur Paris, j'y habitais depuis quelques années et c'est une ville à laquelle je suis vraiment très attachée. Et de la même manière que j'avais écrit sur une aire d'autoroute dans Nous reprendre à la route, je trouvais que le métro était un endroit fascinant, qu'il y avait quelque chose à faire. Donc j'avais cherché un moyen d'écrire sur ça et j'avais trouvé cette idée de personnages qui se croisent sur la même ligne et de faits de récits qui s'entremêlent. Ouais, très beau texte. Merci. Je vais conclure le podcast. J'espère que enfin, merci en tout cas infiniment de ta présence et de l'échange parce que voilà, j'en ai encore, comme je dis, la chair de poule et j'espère pouvoir relire. Là, je comprends que la fiction, n'est pas trop à l'ordre du jour en ce moment, mais j'espère pouvoir te retrouver dans des textes de fiction, dans des nouvelles, bientôt, dans le futur. Ben j'espère, je sais pas ce qui se passera, mais j'espère. Voilà, bon, on verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, je te lirai avec plaisir aussi sur de la fiction si tu repars dans cette voie. Merci encore de ton temps, c'était vraiment un plaisir. Bien, merci à toi pour l'invitation. Franchement, bravo pour ton parcours et vraiment, je suis encore très ému. Merci beaucoup. Donc, merci, puis à très bientôt. À très bientôt, oui.